Alors, donc dans cette dernière vidéo, déterminons le champ magnétique dans le plan numéro 2, donc qui est le plan euh, X, O, Z. Alors ici, c'est pas X, parce que j'ai pris le point M n'importe où, mais voilà, c'est dans un plan vertical, et donc on va l'appeler X, O, Z. Donc on va commencer par faire un petit schéma. Donc ça, c'est fini. On va recommencer. Hop. Donc dans le plan X, O, Z, eh bien le fil, on le voit comme ça. Donc on a O qui est au centre, et donc on a ici X, ici Z, on a le courant donc, qui va toujours vers le haut, et donc ici on prend un point M quelconque dans ce plan X, O, Z, donc, point que j'appelle M2, et comme d'habitude on prend un point P de la source quelconque, hop, avec le découpage, bon c'est la troisième fois donc on commence à aller un petit peu plus vite, dl, qui vaut dz EZ, enfin dzp EZ. Alors, donc écrivons le champ magnétique élémentaire. Voilà, donc ici dl c'est dzp, ça va avoir son importance, hein, c'est bien dzp EZ. PM2, donc avec Charles c'est OM2 moins OP. Alors OM2 ici, on est dans le plan OXZ, donc il n'a pas de Y, ça va être XM EX plus ZM EZ. Et là c'est ultra important de préciser M ici pour ZM. Donc ça c'est OM2, et OP c'est ZP EZ. Et alors attention avant de prendre la norme, parce que donc une erreur bête qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que la norme, ça va être ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Sauf qu'attention, ces deux termes vont dans la même direction. Donc, ils ne sont pas, ces trois termes, orthogonaux les uns avec les autres. Donc, je vais écrire, je vais les mettre ensemble, plus Zm moins Zp Ez. Et maintenant, je vais donc pouvoir dire que la norme de ce vecteur, c'est la somme des composantes au carré. Enfin, c'est la racine de la somme des composantes au carré. Donc, PM2 va être égal à racine de xm carré plus zm moins zp, le tout au carré. Voilà, donc maintenant je peux exprimer le champ élémentaire au point M2. Donc toujours ce mu0 sur 4pi fois i fois dl, donc fois dzp ez vectoriel. xm ex plus zm moins zp ez divisé donc par la racine au cube. Donc comme d'habitude, EZ vectoriel EZ, ça fait 0, donc il n'y a que ce terme-là. Et EZ vectoriel EX, ça fait EY. Donc dB au point M2, c'est égal à mu0 sur 4pi i fois dzp xm EY sur tout ça à la puissance 3,5. Donc ça, c'est vrai quel que soit le point M2. Et donc, on voit que le champ magnétique, quel que soit le point M2, est selon EY. Donc ça veut dire que quand vous voulez le représenter, ben vous ne pouvez pas le représenter par une flèche, puisque le vecteur est perpendiculaire au plan ici de représentation. Donc pour représenter le champ magnétique, eh bien, on ne va pas utiliser une fonction champ. Dans Scilab ou Python, on va utiliser une fonction qui va uniquement nous permettre de représenter la norme du champ magnétique. Donc en fait, on va faire comme si le champ magnétique était un champ scalaire, donc on ne va s'intéresser qu'à la norme
Ou, pour être un peu plus précis, on va s'intéresser à la composante selon y. Alors, la différence entre composante et norme, c'est que la norme est forcément positive, alors que la composante peut être positive ou négative, ce qui va nous permettre de préciser le sens. Donc on ne va que représenter la composante du champ selon y aux différents points M2. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas avoir des flèches, on va avoir donc une carte de champ en couleur pour représenter donc cette composante. Voilà, donc avant de passer dans le programme, donc on va écrire le champ total pour voir ce qu'il faut rentrer. Donc le champ B au point M2 va être égal à mu0 sur 4pi fois i, donc ça c'est constant, fois xm, fois l'intégrale, donc fois ey aussi, fois l'intégrale de dzp divisé par, donc là je vais l'écrire, xm carré plus zm moins zp au carré, le tout à la puissance 3/2. Donc voilà ce qu'il va falloir rentrer dans Scilab. Alors allons-y. Tac. C'est pas là, c'est là. Donc j'ai préparé un petit peu le fichier. Donc je prends la même fenêtre. Je prends le même fil. Ici le fil ça va être un segment, donc je peux le représenter, mais il va prendre toute la fenêtre du coup. Ensuite donc la fonction à intégrer, ça va être 1 sur donc x. Donc ici les variables, les arguments d'entrée c'est xm et zm. Alors on pourrait se demander pourquoi ça ne dépend pas de zp. Parce que zp, c'est pas un argument d'entrée de by. Parce que l'argument d'entrée de by, ce sont les... pour savoir où est-ce que vous calculez by. Alors que zp, ça va être la variable d'intégration. Donc c'est pour ça que zp n'est pas en tant qu'argument d'entrée. Donc ça fait xm au carré plus zm moins zp, le tout au carré. Et ça, c'est la puissance 3/2. Bon, on espère ne pas avoir fait d'erreur de syntaxe. Ensuite, donc, la variable d'intégration, c'est zp, et les bornes, c'est toujours moins t sur 2 à t sur 2. Voilà. Donc ensuite, il y a un seul f-eval à faire, puisque donc on va évaluer la valeur de by aux différents points. Et donc maintenant, je vais utiliser la fonction grayplot ou sgrayplot pour faire donc un affichage en code couleur de la composante by. Allons-y, en croisant les doigts qu'on n'a pas fait de faute de syntaxe. Alors. C'est faux. Donc c'est bien, au moins pour une fois, c'est une vidéo où tout n'est pas juste. Pourquoi c'est faux? C'est parce que j'ai dû me tromper entre le x et le y, tout simplement. Enfin, entre le... Donc ici, j'ai mis le fil qui était horizontal, alors que dans le plan OXZ, le fil est vertical. Donc il faut que j'intervertisse ça. C'est pas très grave. Alors j'ai fait une faute de frappe, j'ai oublié la virgule. Voilà, donc on voit bien que autour du fil, eh bien, le champ va être important, et plus on s'éloigne du fil, plus le champ est faible. Par contre, autre remarque, pour comparer, pour finir avec l'étude théorique, donc avec le fil infini,
c'est que on voit que on a une certaine invariance selon Z de la norme du champ magnétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que quel que soit le point M, à partir du moment où sa distance, c'est-à-dire x, est fixée, eh bien, quel que soit Z, la valeur est la même. Et ça, on l'avait aussi pour le champ magnétique créé par un fil infini, puisqu'on avait dit que quel que soit le point M, on pouvait considérer qu'il était au centre, et donc l'expression qu'on avait trouvée était valable pour tout point M et ne dépendait que de la distance. Donc on a la même chose ici. Donc ça veut dire que quand on a un fil qui est 100 fois plus grand que la fenêtre d'observation, eh bien, finalement, on vient de montrer numériquement qu'on peut considérer que ce fil est infini. Voilà pour clore ce devoir. Alors, je dois faire mon mea culpa, il y a un truc qui ne va pas, et ce qui est assez terrible, c'est que je l'avais vu, et j'avais pas envie de refaire la vidéo, donc je l'ai mis sous silence, alors que c'est une grosse erreur. Donc pas bien du tout, je m'en veux énormément. Donc l'erreur, c'est que ici vous avez une symétrie gauche-droite, ce qui veut dire que le champ en un point M de là est le même que le champ en un point M de là. Or, si vous vous souvenez la figure qu'on a faite dans le plan OXY, donc dans le plan horizontal, eh bien le champ tourne. Donc ça veut dire que si j'ai un champ qui est positif pour X positif, donc à droite, eh bien de l'autre côté, je dois avoir un champ négatif. Or ici, j'ai les deux qui ont la même valeur. Voilà, donc dans la... plutôt, j'essaie de m'en sortir en disant que c'était la norme, mais en fait j'avais bien dit qu'on voulait tracer la composante. Voilà, donc je m'excuse platement. Donc en fait, c'est que j'ai fait une faute bête, hein, vous l'avez peut-être vu, c'est que quand j'ai écrit la fonction by, j'ai oublié de multiplier par xm. Hop. Quand on regarde l'expression, il y a bien le xm devant, et ça change tout. Xm est constant, certes, pour un point M, mais ça change la valeur de B. Donc on va voir ce que ça donne, en corrigeant. Voilà, et là c'est beaucoup mieux. Donc on a une antisymétrie parce que donc on a une valeur qui est positive de ce côté-là et qui va être négative de l'autre côté. Ça, c'est beaucoup plus cohérent.